Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouveau podcast de Lyra et Plumania. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 5 piliers stratégiques qui pourraient booster votre business. Pour cela, je vais accueillir Norbert Varnieux, coach de vente et closer, qui va vous partager des pépites pour vous apporter une valeur dans votre activité. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Je vous souhaite une très bonne écoute. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce podcast. Hello Norbert, comment vas-tu? Ça va très bien, Adriana, à toi? Je vais très très bien aussi. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui en présentiel dans les locaux de BGE Picardie ici à Beauvais. Merci pour ta venue au bout du micro. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Norbert, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, alors moi j'ai 54 ans, je suis marié, nous avons 4 enfants. Ça fait 25 ans que je suis dans le commerce, commerce B2B, dans l'industrie électronique et le secteur médico-social. Et depuis 2 ans, je suis freelance, donc comme tu l'as dit, je suis coach de vente et closer. Voilà, je suis domicilié à Soissons, donc pas très loin de Beauvais, hein, nous accueille aujourd'hui, la BGE, comme tu viens de le dire. Je suis ravi de partager ce moment avec toi et tes auditeurs. Pour nous permettre de te connaître un peu mieux Mhm. et pour faire le lien avec l'entrepreneuriat et l'importance d'un business stable et évolutif dans la durée, quel a été ton déclic pour te lancer dans la vie entrepreneuriale? J'ai toujours été salarié depuis, depuis le début. J'ai toujours été fasciné par les chefs d'entreprise, Pourquoi? pour leur leadership, par leur charisme, le fait de créer de l'emploi, de créer de la richesse, de faire vivre l'économie, de tirer les gens vers le haut, etc. J'ai souvent été manager, plus que manager d'ailleurs, dans ma vie. J'ai toujours admiré mes managers et les grands chefs d'entreprise ou les moins grands chefs d'entreprise. Et puis j'ai aussi j'avais beaucoup de copains qui étaient eux-mêmes entrepreneurs, pas forcément des grands chefs d'entreprise, mais qui étaient freelance, qui faisaient telle ou telle activité de manière plus ou moins autonome. En septembre 2022, j'avais déménagé à Soissons, de Lyon à Soissons, en Hauts-de-France. J'ai demandé à mon patron de l'époque de me licencier. J'ai négocié une rupture conventionnelle parce que il m'a semblé que toutes les planètes étaient alignées pour moi à cette époque pour démarrer cette aventure d'entrepreneur. Et donc mon patron, qui est un mec génial, qui est devenu un ami d'ailleurs depuis, m'a dit vas-y, mets les watts, vis ton aventure entrepreneuriale et il m'a licencié. Et donc en septembre 2022, j'ai plus ou moins, on va dire, démarré mon entreprise que j'ai vraiment officialisé quelques mois après, mais c'était vraiment le démarrage de mon aventure. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience, de ta vie salariale et de ce lancement entrepreneurial? Qu'est-ce que tu retiens? C'est complètement différent. Qu'est-ce qui est différent? Ce qui est différent, c'est que être salarié déjà, c'est être dans le rêve de quelqu'un d'autre finalement. J'ai adoré être salarié. Hein. J'ai adoré mes 25 années de salariat. J'ai vécu beaucoup d'expériences commerciales. J'ai travaillé dans de nombreuses entreprises avec de nombreuses personnes, etc. Mais on vit pas vraiment son rêve. On vit un peu le rêve de son patron quelque part. Est-ce que ça ne tiendrait pas peut-être du fait que quand on travaille au sein d'une entreprise, on est porté par la culture de l'entreprise qui inclut l'identité entrepreneuriale? Oui, bien sûr. Et moi, je me suis toujours dit d'ailleurs que j'étais un micro-entrepreneur à ma façon. Hein. Être commercial, c'est être micro-entrepreneur. J'ai toujours joui de beaucoup de liberté, de beaucoup d'autonomie.
dans mes actions, dans mes entreprises. Donc quelque part, j'étais déjà entrepreneur, mais j'avais pas cette liberté que j'ai pu acquérir depuis que je suis mon propre patron. Et tu vas me demander qu'est-ce que c'est qu'être son propre patron. Eh bien, je te pose cette question. Si tu souhaites y répondre, c'est avec grand plaisir. Bah, moi, j'ai ma définition qui m'est propre, mais être son propre patron, bah, c'est rendre des comptes à soi-même, en fait, hein, comme je le faisais pendant 25 ans à mes managers, à mes patrons, qui me donnaient des objectifs, qui me disaient de faire ceci, de faire cela, de dire ceci, de pas dire cela, etc. Voilà, j'étais un exécutant, en fait. Voilà. Maintenant, je suis l'exécutant de mon patron. En l'occurrence, mon patron, c'est moi. Et donc, être son patron, bah, comme tu disais à l'instant, c'est avoir une certaine culture d'entreprise, une certaine identité. Et sauf que là, c'est à toi de définir cette culture d'entreprise et cette culture, cette identité d'entreprise, puisque c'est la tienne et qu'il n'y a que toi qui est là pour la définir. Est-ce que tu as des tips à partager par rapport à ça aux auditrices et auditeurs? Lorsque cette étape de créer ta culture d'entreprise est arrivée, peut-être savoir comment tu as procédé, qu'est-ce que tu as appliqué pour pouvoir t'aider à définir ton identité, ta culture pour ton entreprise? Ben ça, c'est un cheminement. La première année, en fait, on va dire qu'aujourd'hui, je termine vraiment ma grosse première année d'entrepreneur. En fait, pour tout te dire, j'étais un patron très indulgent avec son salarié. J'étais très indulgent avec moi-même. Et du coup, en 2024, j'ai généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que je me suis raconté beaucoup d'histoires. Oui, Norbert, tu es libre, tu es ton propre patron. J'ai fait beaucoup d'événements réseau. J'ai fait du Dinabaye, j'ai fait de la CPME. J'ai rencontré des gens, j'ai posté sur LinkedIn, mais c'est pas ça qui fait derrière l'activité d'une entreprise en fait. Et j'avais pris aussi de mauvaises habitudes, c'est-à-dire je restais à la maison, je commençais à des horaires un petit peu pas forcément très acceptables. Fin 2024, j'ai fait mon bilan de l'année et j'ai mis en place un plan d'action 2025. Et en 2025, je deviens un patron beaucoup plus exigeant avec moi-même. Je pars sur d'autres bases et d'autres ambitions qui vont me permettre, je l'espère, d'aller vers la réussite financière que je souhaite. Ce plan d'action que tu as mis en place, qu'est-ce que ça apporte à la culture de ton entreprise? Bah déjà, c'est capitaliser sur toutes les erreurs, les mauvais choix, les mauvais investissements que j'ai pu faire en 2024, en tirer les leçons pour ne pas les reproduire en 2025, ça c'est fondamental. Et ensuite, plan d'action 2025, c'est mettre en place quels sont les objectifs SMART. On parle des objectifs SMART. Moi, je rajoute même d'ailleurs le E et le F à SMART, c'est-à-dire E écologique, qui respecte mon environnement, mon bien-être, mon écosystème. Et le F, c'est fun. Il faut que, si possible, c'est pas toujours possible, mais faire en sorte que les objectifs qu'on s'assigne soient aussi du plaisir quelque part. Exactement, le plaisir est l'ingrédient presque incontournable pour pouvoir mener des actions avec fun. Tout dépend du cadre aussi. Si c'est une action professionnelle qui fait que on peut agir avec fun, mais de façon limitée, mais cette petite touche en fait de fun peut apporter cette nuance en fait qui peut augmenter le plaisir d'entreprendre et d'agir. Qu'est-ce que Exact, tu en penses? exactement, exactement. Mais bien sûr, le plaisir, c'est fondamental. Et pour répondre plus précisément à ta question, le plan d'action 2025, moi, m'a permis vraiment de refocuser vraiment sur ce qui est fondamental pour moi pour aller vers la réalisation de ce que je veux faire en 2025. C'est-à-dire globalement générer quand même du chiffre d'affaires parce que ça reste le nerf de la guerre. J'incite vraiment tes auditeurs et tes auditrices à faire ce plan d'action parce que ça permet de vraiment te focaliser sur l'important, le focus. Et là, aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux et je sais très bien que je vais y arriver. J'ai la certitude que je vais arriver à réaliser mes objectifs, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Tu sais, les Américains, ils disent clarity is power. Quand tu manques de clarté, ça a été mon cas l'année dernière, finalement, tu vas pas à l'essentiel et tu n'atteins pas tes objectifs. En tout cas, beaucoup plus difficilement. Exactement. À présent, ce que je te propose, c'est ta présentation sous forme de portrait chinois. Est-ce que tu es partant? Ok, ça marche. Si tu étais une planète, quelle planète serais-tu? Si j'étais une planète du système solaire ou Celle que tu souhaites, autorise-toi à aller au-delà. écoute, je dirais tout simplement la Terre. Pourquoi? Parce que c'est la planète sur laquelle je me trouve et il y a plein de belles choses à faire. Alors c'est vrai que dans ces temps un petit peu tourmentés, les médias nous donnent l'impression que les choses vont de mal en pis, mais il faut rester positif et optimiste. Et il y a tellement de belles choses à faire sur cette terre, cette planète. Il y a tellement de belles rencontres à faire. Que voilà, moi je suis bien sur cette planète, j'ai pas envie d'en changer. Et, voilà, je sais qu'il me reste, on va dire, 20 ans pour contribuer, on va dire, à mon humble niveau
au développement de ce qui se passe sur cette planète. Donc oui, la Terre. Très bien. Et si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Alors ça, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, Oui, Adriana, puisque tu as une intelligence musico-rythmique. On en on a discutait échangé en, en off. alors, comme je te l'ai dit, j'aurais voulu être une rockstar quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je suis musicien, j'ai un passé assez important dans la musique. C'est Jean-Jacques, Goldman, pour son exactement. nom. Donc, qui m'a énormément inspiré. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je suis son parcours et son œuvre. Et si j'avais une chanson parmi toutes celles qu'il a écrites, pour rester dans l'idée qu'un entrepreneur doit au départ avoir un rêve, je choisirais aller au bout de mes rêves. En fait, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est J'irai au bout de mes J'irai au bout de rêves. mes rêves. Voilà. Excellent choix. Et si tu étais un mot, lequel serais-tu? Alors là, en off aussi, on a échangé. Écoute, je vais être un petit peu bisounours, mais je vais dire l'amour. En quoi l'amour est bisounours selon toi? Parce que souvent, je trouve que les gens n'osent pas forcément formuler ce mot ou l'exprimer. Nos parents, notamment, nos pères, notamment, avaient du mal avec leurs émotions. En fait, moi, je sais que mon père avait du mal à, même s'il nous l'exprimait, avait du mal à verbaliser les choses. Or, il y a rien de plus beau que l'amour. Hein. L'amour est l'antidote de la peur, d'ailleurs aussi. L'amour est à la base de tout. Je crois que tu avais une définition sur l'amour, toi, il me semble, non? Ce que je crois profondément, c'est que l'amour peut sauver le monde. L'amour peut sauver le monde, Oui, exactement. Et l'amour peut sauver notre monde, et c'est déjà important. c'est la base. Voilà, c'est la base. Il faut déjà se sauver Voilà, soi-même par l'amour pour pouvoir sauver les autres ensuite, et en tout cas ceux qui sont autour de nous. exactement. Et si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Spontanément, je dirais le caméléon. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je pense que l'adaptabilité est fondamentale dans la société d'aujourd'hui, et qu'il faut s'adapter en permanence aux situations, aux gens qu'on a en face de soi, aux circonstances de la vie, etc., à nos propres impondérables, etc. Donc l'adaptabilité, le caméléon est très fort pour ça, de se fondre dans la masse et de s'adapter à son environnement. Donc je pense que oui, le caméléon, pour moi, c'est un animal qui me résumerait bien. À présent, ce que je souhaiterais te demander, Norbert, selon toi, quels sont les principaux enjeux business dans une entreprise? Quelle que soit sa taille. Alors je vais être très humble, hein, parce que comme tu l'as compris, comme je viens de le dire, je suis un jeune entrepreneur débutant. Hein. Donc c'est vraiment à la lumière de ce que j'ai pu constater depuis 2 années. Et c'est OK. Combien d'entreprises aujourd'hui sont gérées par des solopreneurs, des personnes qui sont à la tête de leur entreprise? Il y en a des millions. Oui, exactement. Je dirais le premier, c'est le mindset, l'état d'esprit. Hein, toi, tu as été salarié, tu me le disais tout à l'heure, pendant combien d'années, tu m'as dit? Une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, moi 25 ans. Donc, on a été formaté comme salarié. Et encore une fois, j'ai adoré tout ce que j'ai pu faire. Et il m'a fallu une bonne année pour vraiment transformer mon état d'esprit de salarié en état d'esprit d'entrepreneur, en fait. La phase de transition. Voilà. Il a fallu que j'opère une mue qui commence à se terminer là. Je sais pas si tu connais Carol Dweck, qui est une psychologue américaine. Non? Elle dit qu'il y a deux types de catégories de gens sur Terre. Il y a des gens qui ont un état d'esprit fixe et des gens qui ont un état d'esprit de croissance. État d'esprit fixe, il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est des gens qui arrivent à un certain niveau de connaissance, qui prennent un job et puis après qui se contentent de ça, qui sont très contents et puis qui ont leur vie à côté, etc. Quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment développer un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire se remettre en question en permanence et toujours être dans l'apprentissage, toujours apprendre, toujours vouloir évoluer, s'améliorer, etc. Ça, c'est le premier point, avoir un mindset de croissance. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, c'est que le marché évolue en permanence, les choses ne restent pas figées. Donc, développer un mindset de croissance, c'est suivre les évolutions du marché et des personnes qu'on accompagne, faire évoluer aussi ses produits et services vers de la croissance. Exactement, mais exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, avoir un mindset de gagnant, hein, tout simplement, Et oui. de winner. Donc, de vainqueur, de champion, de warrior, il faut avoir un mental d'acier. Ça se travaille, hein, c'est pas inné, personne ne naît avec ça forcément, mais ça se travaille vraiment. Donc, et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, on finit par acquérir ce nouvel état d'esprit qui vous rend invincible en quelque sorte. Et oui, ça se Euh, travaille au quotidien même. ouais.
Exactement, hein, exactement. Moi, j'ai fait un grand travail là-dessus. Et c'est vrai que on en tire les fruits parce que derrière, après, la croissance, elle peut être assez rapidement exponentielle. Tout à fait. Et la répétition justement de ces actions, de ces nouvelles habitudes, c'est cet esprit, on va dire, ce mindset gagnant, finit au fil du temps par devenir un nouvel état d'être plus positif et plus constructif. Qu'est-ce que tu en dis? Exactement, mais exactement, c'est un nouvel état d'être, c'est un nouvel état d'esprit, hein, tout Oui, simplement. Hein, tout se passe, tout se joue entre nos deux oreilles finalement. Donc, c'est le cerveau entre les deux oreilles. mais bien sûr dans le cœur avant tout. Hein, je pense que d'ailleurs je dis toujours, on est d'un meilleur commerce avec le cœur qu'avec l'esprit, mais les deux sont importants dans le business, hein, forcément. Mais oui, tu as tout à fait raison. Et puis on vit tellement mieux quand on a un état d'esprit positif, optimiste, conquérant, etc. C'est juste pour soi-même déjà, c'est déjà fondamental et ça rayonne tellement après autour de soi. Oui. Ça c'est contagieux après et les gens autour de vous reconnaissent votre rayonnement et ça a un impact positif sur les gens. Hein. On sait très bien, on attire ce qu'on vibre. Oui. Donc si on vibre du positif, si on vibre si on vibre de la conquête le fait de vouloir gagner, voilà, moi je suis beaucoup dans le sport. J'étais un grand sportif dans ma folle jeunesse. Le sport incarne toutes ces valeurs-là et c'est pourquoi les gens vont tant au stade, pourquoi les gens s'intéressent tant au sport parce que c'est une métaphore de la vie de l'entreprise aussi. Les valeurs du sport sont tout à fait transmissibles dans le monde de l'entreprise et tout le monde le fait. Hein. Donc voilà. Donc Ça crée de la cohésion aussi. bien sûr, exactement, de la cohésion. Troisième point, je dirais un pourquoi fort. Alors je dirais un pourquoi carré fort. Pourquoi je dis carré? Parce que pour moi, avoir un pourquoi, c'est avoir déjà un pourquoi pour soi. Quel est mon pourquoi à moi personnellement en termes de développement? Un pourquoi pour ma famille. J'ai un collègue qui dit toujours son slogan, c'est Family First. En anglais, c'est la famille en premier. Parce que on a beau dire le boulot, le job, etc. Au bout du bout, ce qui reste, c'est la famille, quoi. À 80 ans, c'est tes enfants qui viendront te prendre des nouvelles de toi, c'est pas forcément tes collègues, quoi. Troisième angle du carré, c'est les clients. Pourquoi je me lève le matin? C'est pour satisfaire mes clients et de rendre le meilleur service possible à mes clients. Et le quatrième angle du carré, c'est les autres, en fait. Pourquoi je me lève le matin? Pour quelle relation je veux avoir avec les gens dans mon entourage? Et, quel impact je veux avoir auprès de ces gens? Comment je peux mieux les écouter, mieux les accompagner ou voilà, donc avoir un pourquoi carré fort, moi, ma famille, mes clients et les autres. Je te remercie pour ce point de vue. Avec plaisir. Et puis pour finir, il y aurait beaucoup de choses à dire, tu sais, mais on a un temps limité, donc on va aller à l'essentiel. Il y a quelque chose de fondamental dans l'esprit humain, justement, c'est que tout part de nos croyances. Si on a des croyances positives, on va avoir des pensées positives, donc on va ressentir des émotions positives, donc on va prendre des meilleures décisions, donc nos actions vont être plus vertueuses et donc on va aller vers des résultats plus positifs également. En conclusion, nos croyances déterminent nos résultats. Et les actions qu'on met en place aussi. Exactement. Et c'est pour ça que malheureusement, on est tous fait un peu pareil. On a tous des croyances limitantes qui nous freinent énormément dans nos projets, dans les rêves qu'on peut avoir. Et là encore, c'est un vrai travail à faire sur soi pour justement lever toute cette couche de croyances qui finalement nous empêchent de nous réaliser en fait. Voilà, voilà. Mais encore une fois, c'est un cheminement. On en a plus ou moins en fonction de chaque personne, de chaque parcours de vie, en fonction de la tranche de vie également. Les croyances limitantes, on peut avoir des personnes qui en ont plus, qui vont impacter plus fort l'activité, entre guillemets, la manière de développer son entreprise, et d'autres personnes qui ont des croyances limitantes moins fortes. Après, tout dépend de l'importance qu'on leur accorde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi beaucoup de l'éducation. Hein. Oui. C'est des parents qui vous ont mis dans la tête certaines croyances sur l'argent, sur les autres, sur le monde. Ça tient beaucoup à l'enfance hein, aussi, hein, bien sûr. Hein. C'est la responsabilité d'un adulte de se défaire de ses croyances. Alors il y en a à 20 ans, c'est réalisé. Puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Encore une fois, c'est un cheminement personnel, mais ça demande un travail pour s'en affranchir. Et une fois qu'on s'affranchit des croyances limitantes, ben derrière, c'est le bonheur. Remplacer quelque chose qui nous limite par quelque chose qui nous porte vers Ouais, un résultat plus positif. exactement. Donc, remplaçons nos croyances limitantes par des croyances dynamisantes, positives, comme tu viens de le dire. Et Tout à fait. Motivante et ressourçante, même j'ai envie d'ajouter.
Exactement. Puis après, si pour finir sur le mindset, je dirais, aussi changer ses habitudes, modifier les habitudes, qui sont pas forcément très bonnes, adopter de nouvelles bonnes habitudes, renforcer les bonnes habitudes qu'on a déjà et supprimer les mauvaises. C'est aussi fondamental, prendre de bonnes habitudes, ça me paraît, la base aussi. Est-ce que tu as un tips, par rapport à ça pour, pouvoir créer de nouvelles opportunités dans son business? Toutes les semaines, prends un papier. Moi, j'ai un agenda de quelqu'un de très célèbre dans la francophonie. Ben, je peux donner son nom Tu peux? peut-être. C'est Franck Nicolas, qui est le coach des coachs dans la francophonie, qui a édité un organisateur stratégique de vie. Dans cet agenda, donc qui dure 2 mois, où chaque jour on a 2 pages pour noter tous ces accomplissements. Bah, toutes les semaines, il y a marqué le Mars des habitudes, MARS. Donc modifier quelles habitudes je vais modifier, quelles habitudes je vais adopter, quelles habitudes je vais renforcer et quelles habitudes je vais supprimer. Et toutes les semaines, moi, je marque ça et à la fin de la semaine, je reviens sur ce que j'ai marqué et je vois si j'ai mis en application ce que j'avais écrit. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce que c'est la loi de la production. Quand on écrit les choses, on a plus tendance à les faire et en plus, on peut revenir sur ce qu'on a écrit, comme je viens de le dire, et ça permet d'avancer, d'évoluer. Je te remercie beaucoup pour ce super tips que je voudrais te demander à présent. Y a-t-il des conditions à la réussite? Bah, c'est d'y croire déjà. Ça, c'est la base, hein, c'est les fondations. Bah, je dirais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir un rêve déjà, et puis ensuite agir. Moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je suis une personne lambda. Encore une fois, j'ai aucune gloire pour l'instant à tirer de mon parcours d'entrepreneur parce que je démarre. Hein, je suis vraiment un débutant, mais je crois en ce que je fais et j'agis. Alors, surtout en 2025, comme je te l'ai dit, en 2024, j'ai surtout fait du papillonnage, on va dire. En 2025, j'ai décidé vraiment d'agir, d'y croire et d'agir. Et à partir de là, bah, ça se réalise. Hein. Si on a un plan d'action et qu'on le déploie, qu'on le déroule, bah, les résultats vont forcément arriver. Moi, j'ai la certitude aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, j'ai la certitude que je vais y arriver. Et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de nous partager. Pour reprendre tes mots, je n'ai aucune gloire à tirer de l'entrepreneuriat jusqu'à présent. Si j'ai bien compris, c'est les mots que tu nous as Oui. partagés. Mais finalement, il y a une réussite dans chaque situation. Rien que le fait que tu sois encore aujourd'hui entrepreneur, que tu aies fait ce chemin et que tu continues à entreprendre, est-ce que ce n'est pas déjà une réussite? Ah oui, non, mais tout à fait, tu as raison, c'est vrai. Exactement, oui, c'est vrai. Et puis surtout, c'est entrepreneur, c'est aussi un nouveau rapport au temps. Tu sais, on a 1440 minutes par jour. Qu'est-ce qu'on fait de ces 1440 minutes en fait? Ah, c'est précis, 1440 minutes Et 3/10. et 3/10. Quand tu es entrepreneur, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai appris à vraiment optimiser mon temps. J'ai quand même 4 enfants, hein, donc tu vois, ça me prend du temps. Je sais que toi, tu en as aussi un petit paquet. Un seul. Ah Alors, oui, on va dire un seul à la maison et oui, effectivement, des plus grandes. exactement. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Et est-ce que je préfère passer mon temps à regarder Netflix? Est-ce que je préfère passer mon temps à ne rien faire, à rester sur mon canapé ou je ne sais quoi? Ou au contraire, j'utilise mon temps. Tu sais, le temps, c'est précieux. Hein, c'est la plus précieuse des ressources. Tout à fait. Donc, et en une journée, on peut faire énormément de choses, énormément de choses. Si on se lève tôt, si on optimise son temps, derrière, et ça peut faire une sacrée différence. Hein. Et oui, et le temps nous est offert chaque jour. Dès que le jour démarre, on a ces 24 heures à notre disposition. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va choisir d'en faire? Tu as tout à fait raison et c'est ça qui est passionnant quand on devient entrepreneur, c'est que ce temps, il est à nous vraiment et on en fait ce qu'on en veut. Pour rebondir sur ce que tu partageais par rapport à la notion d'agir, tu as utilisé le mot agir et tu as mis le doigt sur un élément très intéressant parce que agir, ça inclut le passage à l'action. Mmh. Et le fait de passer à l'action, ça permet de dépasser ses limites peut-être pour parvenir à la réussite. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, justement, Adriana, c'est un des 5 piliers stratégiques qu'on aborde aujourd'hui. Mmh. Donc, Et c'est pour ça que je reviens oui, dessus. très bien. Non, mais c'est fondamental parce que c'est le nerf de la guerre, hein, tout à fait. J'avais prévu d'en parler à la fin, mais je pense qu'on va l'aborder. Je pense que c'est le bon moment. Je dirais qu'un gramme d'action vaut toujours mieux que 100 kilos de connaissances. Je suis le champion de la formation. Je me forme tout le temps, mais je me forme trop en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter de se former et il faut aller sur le terrain et là, je suis en train de reprendre les bonnes habitudes que j'avais pendant 25 ans où j'allais sur le terrain rencontrer les prospects, les clients. Voilà, donc oui, l'action, c'est fondamental parce que pourquoi l'action, ça crée une dynamique.
Et surtout, ça crée les opportunités. Là, tu vois, je suis venu te voir à BGE Beauvais ce matin. J'en ai profité à 10 heures pour voir une responsable de BGE et de Essor. Et on a mis en place un projet au printemps qui va intéresser les jeunes entrepreneurs de Essor et de BGE. Et ça a été provoqué parce que tu m'as proposé ce podcast. J'en ai profité pour rencontrer cette personne. Et finalement, ça crée une opportunité. Et c'est comme ça que les choses se développent, en fait. Bravo pour ce choix et quelle belle proactivité. Ah ben, tu sais, quand tu es commercial, tu es obligé d'être proactif. Parce que si tu attends que les clients arrivent dans ton jardin, eh ben, je t'informe que ça n'arrive rarement. Et actif, voilà, il faut être actif, il faut être réactif aussi quand un prospect ou un client vous demande quelque chose, ben, c'est dans l'instant qu'il faut le faire. Et puis, il faut être proactif, c'est-à-dire ne pas attendre que les choses arrivent, mais provoquer les opportunités et créer les événements, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup Donc, cette notion de provocation des opportunités. Est-ce que tu as un petit conseil à partager à nos auditrices et auditeurs pour justement aller provoquer une opportunité plus facilement? C'est juste avoir de l'audace, en fait, tout simplement. Voilà, soyons dans l'audace, osons les choses. Voilà, passer un petit coup de téléphone à quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis un certain temps, ou oser aller rencontrer une personne que vous n'oseriez pas rencontrer. Voilà, c'est oser avoir de l'audace. L'audace, c'est Goethe qui le disait, de la magie, du pouvoir et du génie. Puis, au pire du pire, ben ça marche pas, et puis au moins vous aurez pas de regrets, vous avez essayé. Et vous en tirerez toujours des leçons. D'ailleurs là, j'ai 2 mots qui me viennent, audacieusement vôtre. Exactement. D'ailleurs, ça pourrait être une signature en fin de mail. Ouais, Ouais. là, elle vient de me venir, de audacieusement vôtre. Et puis surtout, être dans l'action, ça permet de s'adapter à la réalité du terrain. Si on reste dans sa tour d'ivoire, essayer de comprendre comment fonctionnent vos clients, vos prospects, vous pouvez 9 fois sur 10, vous allez vous tromper, en fait. Alors que quand vous êtes en face à face, vous comprenez les choses, vous comprenez leur réalité, leur quotidien, leur univers, leur environnement, leur écosystème. Donc c'est très vertueux, l'action. Et puis surtout, quand on est dans l'action, on gamberge pas, en fait. Voilà, on est dans l'instant présent, on est acteur de sa journée. Tu vois, là, je suis avec toi. C'est une des premières fois que je fais une interview comme ça sur un podcast. Mais une fois que c'est parti, je m'étais fait pas mal d'idées dessus, et puis finalement ça se fait très bien. Voilà, parce qu'on est dans l'action, et puis on réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait, en fait, on le fait. Pour finir sur la démarche commerciale, si je devais donner 3 idées à nos auditrices et auditeurs, la première chose fondamentale, c'est quand vous vendez quelque chose, quand vous essayez de persuader, persuader, c'est différent de convaincre. Persuader, ça touche au sentiment, vraiment à ce qui est intrinsèquement important pour la personne. Arrêtez de parler pendant des heures sur les caractéristiques de votre offre. En gros, la personne, elle s'en fout, quoi. Allez à l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi? C'est les bénéfices, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Qu'est-ce que la personne va tirer de la prestation que vous êtes en train de lui proposer? La valeur ajoutée, les bénéfices, la plus-value, etc., etc. Ça, c'est fondamental, et c'est tellement une lapalissade que tout le monde oublie de le faire. En gros, c'est qu'est-ce qu'on y gagne? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que vous avez beau me dire, je suis le leader numéro un, on est les meilleurs, on fait ça, on a tout compris. Tant que j'ai pas compris ce que moi je vais pouvoir tirer de ce que vous êtes en train de me proposer, je vais pas acheter, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment arriver à faire. Alors, il y a énormément de choses à dire sur la démarche commerciale, mais vraiment la phase de découverte des besoins, donc diagnostic du besoin et clarification du besoin de la personne, ça c'est fondamental. Comme tu l'as dit au tout début, j'embrasse cette année une carrière de closer. Donc le closing, c'est de la vente émotionnelle, c'est-à-dire que moi je travaille avec des infopreneurs, des gens du web qui vendent des programmes sur Internet, et je contacte leurs prospects, et j'accompagne les prospects dans leur prise de décision à rejoindre tel ou tel programme dans le but de résoudre une problématique. Et en fait, ce qu'on apprend dans le closing, c'est vraiment aller chercher, dans un premier temps, les peurs et les douleurs de la personne, mais de manière très sincère, très empathique. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui dans sa transformation, dans son évolution. Donc les peurs et les douleurs. Et ensuite, on va aller projeter la personne dans le rêve qu'elle a de la personne qu'elle veut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, et les désirs qu'elle peut avoir aussi. Voilà, les rêves et les désirs. Donc on part des peurs et des douleurs. Sincèrement, on s'intéresse vraiment à la personne, et on va chercher quels sont ses rêves, quels sont ses désirs. Et si ça match, si on voit que ce que nous on a proposé correspond à
à la fois à ses problématiques et à ce qu'elle cherche à obtenir, bah là, ça match et il y a adéquation et la personne peut embrayer sur telle ou telle solution pour se transformer tout simplement. Et le troisième point, je dirais, donc pour finir là-dessus, bien sûr, comme tu le sais, l'écoute active, Ah l'écoute oui, empathique, c'est fondamental, hein. Je dirais que même dans le closing, on nous apprend à être 20% c'est moi qui parle et 80% c'est le prospect qui parle, hein. Alors peut-être que dans la vente traditionnelle, 40-60 c'est bien, mais de manière générale, c'est toujours le prospect qui doit plus parler que vous. Voilà. Et surtout, bien écouter le prospect et comment on lui montre qu'on l'écoute et surtout, on peut écouter mais ne pas comprendre. Donc, pour montrer qu'on a compris ce qu'il vous a dit, toujours reformuler. Voilà, si j'ai bien compris, Adriana, ce que tu viens de me dire sur le coaching, c'est blablabla. Est-ce bien cela, Adriana? Et si la personne vous dit oui, c'est exactement ça, Norbert, là, vous pouvez vous dire que vous avez bien compris la personne et que la personne est convaincue que vous l'avez compris. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui proposer une solution adaptée à son besoin. tout à fait. Petite chose aussi importante, tu connais bien Adriana parce qu'on en a discuté, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. Profil disque, Oui. voilà. D'ailleurs, j'ai obtenu ma certification tout Voilà, récemment. exactement. Tu connais très bien ça. D'ailleurs, tu pourras me dire ce que tu penses de ce que je vais dire. Je pense qu'il faut d'abord bien connaître quelle est sa couleur. Quelle est ma couleur à moi? Est-ce que je suis un jaune? Est-ce que je suis un rouge? Est-ce que je suis un vert ou un bleu? Donc moi, je sais que je suis rouge, je suis jaune. Et depuis que je suis entrepreneur, j'ai une tendance maintenant assez développée au rouge aussi. Si je peux me permettre, Oui. connaître sa couleur, c'est très bien. Après, moi, par exemple, j'ai ma certification sur, on va dire, le profil Everything Disc, qui est l'un des premiers, si pas le premier de mémoire, qui a été créé. Donc, il y a le code couleur, effectivement, mais il y a les lettres dominant, stable, etc., qui font que c'est quelque chose qui ne va pas changer. Les lettres ne changeront pas. Par contre, les couleurs peuvent varier. Si on se base sur les couleurs, il peut y avoir des nuances. Alors que si on se base sur la lettre, elle est fixe. D'accord, bah ça je ne savais pas, tu vois. Donc merci pour cette info. Ce qui est important aussi, bien sûr, comme on le sait, c'est de savoir quelle est la couleur ou la lettre de la personne qu'on a en face de Hmm. soi. Ça c'est fondamental aussi. Moi j'avais bien aimé une formation où il disait en fait les rouges, ça va être un Nicolas Sarkozy par exemple, Dominant. dominant. Si on se base Voilà. sur les cas les plus Le jaune, communs. ça va être un Nagui par exemple, donc influent Hmm. et enthousiaste, communicant, etc. D'ailleurs, je fais partie de cette catégorie, Et moi les aussi. influents. On a ce point en commun. Vert, ça va être un Michel Drucker, pour ceux qui connaissent, hein, parce que c'est notre génération, mais il est encore connu, je pense. Et puis bleu, ça va être plutôt le mode ingénieur, style un peu, je sais pas, j'aurais pas de nom, peut-être François Fillon, mais il est plus connu, puis il a été un peu décrié. Mais est-ce que tu aurais un profil bleu, toi, ingénieur? Moi, je trouve que les ingénieurs sont assez bleus quand même, assez analytiques, Hmm. Tout à précis, en fait. détail. Les comptables. Les comptables, ouais. Donc, ce sont des professions comme ça, Oui. ouais, tout à fait. Connaître sa lettre ou sa couleur, connaître celle de l'autre, parce que quand on parle à un rouge ou un jaune, on parle pas de la même façon. On On doit adapte. s'adapter. On On doit adapte son s'adapter. discours Voilà. plus facilement. Parce qu'on a la capacité de comprendre ces modes de fonctionnement, on va dire, comportementaux. C'est ça. Et un rouge, par exemple, il faut aller droit au Ah but, oui, résultats, les chiffres, factuels, etc. Et pas enrobé de plein de jargon, de phrases, etc. Un jaune, ça va être plus convivial, plus dans le plaisir, plus dans l'échange, le partage. Voilà, donc il faut s'adapter. C'est ça qui est sympa. quel serait le mot de la fin à ce stade? Le mot de la fin, bah déjà, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi, Diana. Tu es une vraie professionnelle, hein. J'ai vu le matériel que tu utilises pour faire tes podcasts. Voilà, on sent que c'est professionnel. Tu as deux fois plus d'expérience que moi en entrepreneuriat. Donc, avant de donner mon mot de la fin, moi, j'ai envie de te poser peut-être une question. Qu'est-ce que toi, tu tires de leçons de tes 4 premières années d'entrepreneur? Les leçons que je peux retenir de mes 4 années d'entrepreneur, c'est que j'ai bien fait de me faire confiance. Mhm. C'est vraiment en fait ce qui me vient, c'est que j'ai bien fait de me faire confiance et d'y croire, parce que ça a été inconfortable de passer du salariat à l'entrepreneuriat. J'avais 1000 raisons de lâcher par rapport à plein de raisons personnelles et je me suis acharnée, je continue car comme toi, j'y crois et je vois le résultat. Mm. Et aujourd'hui, j'agis chaque jour quand je me lève pour atteindre ce résultat. Et si j'ai quelque chose sur ma route qui m'empêche d'y arriver, eh ben, je trouve un moyen de pouvoir décaler cet obstacle de ma route pour continuer à avancer quoi qu'il arrive. Parfait. Bah écoute, ça rejoint ma conviction d'aujourd'hui que voilà que
Il faut se donner les moyens de réussir, en fait, Oui, hein. Après, il y a pas de miracle non plus, hein. Si on fait pas les choses n'arriveront pas, hein. Ça, c'est évident. j'en profite pour vous partager une croyance ressource qui me porte depuis ces 4 années, c'est que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Bien sûr. The only limit is yourself. Alors concernant le pilier sur la démarche commerciale, donc c'est vraiment en fait, si tu veux, quand on est entrepreneur, on doit être 3 personnes à la fois. On doit être le gestionnaire, celui qui gère son entreprise. On doit être le créatif, celui qui fait le job, hein, qui fait le métier, qui fait les prestations, qui délivre, les prestations, à ses clients. Et puis on doit être le commercial. Et c'est souvent là que le bas blesse finalement. Moi, je m'en suis aperçu dans la process com. On sait qu'il y a que 5% des Français, on va dire, même si c'est presque mondial, mais 5% des Français qui ont une âme de promoteur, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller ouvrir des portes, d'aller serrer des mains, d'aller signer des contrats, d'aller gagner des marchés, de générer du chiffre d'affaires. 5%. Pourquoi? Parce que les autres n'aiment pas ça, parce qu'ils ne savent pas faire. C'est juste qu'ils ne savent pas faire. Du coup, ils ont cette croyance limitante qu'ils sont pas faits pour ça, qu'ils n'aiment pas, etc. Que faire dans ce cas? Apprendre. Avec des gens comme moi, avec un coach de vente qui va désacraliser un peu tout ça, dédiaboliser l'acte de vente. La vente et le commerce, c'est un beau métier. C'est l'économie, c'est fondamental. C'est ce qui fait tourner la planète. Moi, j'aime bien dire que quand il y a de la paix, il y a de la prospérité, et quand il y a la prospérité, il y a de la paix. Donc, plus il y a de la prospérité, plus la paix sociale sera préservée dans nos sociétés. Donc, le commerce, c'est fondamental. Et la démarche commerciale, les commerciaux, un entrepreneur qui essaye de vendre ses prestations, c'est fondamental aussi. Et il n'y a rien de sorcier dans le fait de faire de la vente. C'est très facile. C'est un jeu d'enfant même. C'est un jeu d'enfant, voilà. Je dis souvent, c'est un jeu d'enfant. Simplement, il faut apprendre les règles. Comme tout jeu, si on veut jouer au jeu et si on veut gagner à ce jeu, il faut connaître les règles et les appliquer. Je te remercie pour cet apport, Norbert. Je rebondis sur ce que tu as évoqué par rapport à la prospérité. Ce qui est très intéressant dans ce que tu nous as partagé, c'est que la prospérité permet de ramollir, de diminuer en tout cas l'impact, d'une peur qui est la peur de manquer. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, bien sûr, la peur de manquer, mais tu sais, voilà, l'être humain a beaucoup de peur, par définition, hein, la peur de manquer, peur d'échouer, mais la peur de réussir aussi. C'est ce qui est paradoxal et totalement opposé, mais effectivement. En fait, il faut juste, se reconnecter à l'abondance, en fait, hein, tout simplement, hein. Et se lâcher la grappe à un moment donné par rapport à ses peurs. Exactement, se lâcher la grappe, comme tu dis, belle expression. Tout à fait. Donc, en fait, il suffit d'avoir un état émotionnel élevé, le plus souvent possible dans sa journée, en fait. Positif. Positif, être rattaché aux émotions de gratitude, de joie, d'enthousiasme, de paix intérieure, d'amour, etc. Ça, ce sont les émotions qui font que déjà on va tirer la même chose, et la vie elle est plus belle quand on ressent ces choses-là. Alors que si on est dans la tristesse, frustration, la jalousie, la haine, je sais pas, des émotions plus basses, La colère. la colère, quoi qu'il peut y avoir des colères saines, notamment avec les enfants. Mais c'est vrai que si on est dans ces émotions-là, on se gâche la vie finalement. Et puis on gâche la vie des autres aussi. Mais c'est un travail, hein, c'est un cheminement. Hein. Oui. Je fais pas de leçons ni de morale sur ça. C'est un cheminement de chacun. Voilà, il y en a qui à 25 ans, ils sont connectés à toutes ces émotions. Puis il y en a, ça prend plus de temps. Ça dépend du parcours de chacun. Tout à fait. Et ce parcours, de faire le choix à un moment donné, soit de continuer à le faire seul, soit de choisir d'être accompagné pour faire ce chemin également. Oui, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux faire un aparté sur ce que tu as fait en termes de coaching professionnel? J'aimerais bien parce que c'est un sujet qui m'intéresse, le coaching, parce que ça vient du monde anglo-saxon et ça, je pense, ça va prendre un essor incroyable en France dans les prochaines années. Et je sais que c'est un de tes thèmes de prédilection. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience à ce niveau-là? Le coaching professionnel en entreprise permet de clarifier une situation. Quand il y a un problème au sein d'une entreprise, une problématique, un coach professionnel vient amener de la clarté dans une situation. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on avance en pilotage automatique, qu'on peut être dans des conflits plus ou moins répétitifs, le coach apporte ce regard extérieur qui va permettre à l'entreprise de générer, de trouver des nouvelles solutions. Et ce qui est intéressant avec le coaching professionnel, en tout cas celui que je partage, celui que j'applique, c'est que ce n'est pas moi qui apporte des solutions, c'est l'entreprise et les personnes qui font partie de l'organisation qui trouvent
par elles-mêmes leurs propres solutions. Pourquoi? Parce que quand on nous dit de faire quelque chose, pourquoi on le ferait? Alors que quand on trouve la solution et qu'on prend conscience que c'est la solution qui va pouvoir permettre de solutionner la problématique, l'impact est totalement différent. Quand on décide de le faire, on va mettre en place plus facilement les actions qui vont permettre de réussir à le faire. En tout cas, de faire de cet objectif une réussite. Alors que quand on nous dit c'est ça qu'il faut faire, l'impact est totalement différent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tu dis quelque chose d'essentiel, hein, le coaching professionnel ou personnel d'ailleurs. Hein, je pense que c'est Bill Gates qui disait on a tous besoin d'un coach en fait. Oui, sachant que ce qui est très intéressant, le fait d'être coach professionnel, c'est que je suis ma propre coach déjà de base. Ouais. Parce que le fait de pouvoir justement m'appliquer ces outils, bah, ça ne fait qu'augmenter leur puissance. Bien sûr. Et le coaching, comme tu viens de le dire, c'est vraiment permettre à la personne, dans le cadre d'une entreprise ou dans sa vie personnelle, de révéler son plein potentiel en fait. Parce Exactement. qu'en fait, on a tous le même potentiel. L'être humain, il est fabriqué avec un potentiel qui est illimité. Oui. Et c'est justement à cause des croyances limitantes, des freins, des blocages, des autosabotages qu'on s'impose, qu'on n'arrive pas à développer son potentiel. Et encore une fois, c'est une question de cheminement. Mais c'est vrai que comme tu le dis, le coaching dans l'entreprise aujourd'hui, alors ça fait peur un peu le coaching aux décideurs dans les entreprises. Je sais pas si tu as remarqué. Dès que tu parles de coaching, ils regardent ça un petit peu avec méfiance. Eh bien, si je peux te partager mon point de vue, ça pourrait venir du fait que le coaching professionnel est un peu décliné à toutes les sauces, j'ai Mmh, envie de dire. mmh. Il y a un cadre, il y a des manières de coacher. C'est pas péjoratif, c'est une réalité. Le cadre est assez ouvert, on va dire, sur les personnes qui se disent être coach professionnel. Moi, la manière dont j'ai décidé d'être coach professionnel, c'est de me former à un niveau d'excellence, à un haut niveau même d'excellence, parce que j'ai fait le chemin nécessaire pour pouvoir vraiment partager des outils, un coaching dans lequel je crois et que je vais pouvoir incarner. En fait, c'est vraiment une façon de faire, une façon d'agir, on va dire, des solutions que je peux apporter en entreprise parce que je crois profondément à l'impact positif de ces solutions. Merci beaucoup pour ton partage, Adriana, c'est très intéressant. Pour faire le lien, qu'est-ce que l'IRA représente pour toi? Alors l'IRA, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative sur l'ancienne région Picardie qui est rattachée à BGE, BGE Picardie également, qui est une communauté d'entrepreneurs qui est pilotée par Clément. Son nom est assez compliqué, je me souviens plus, mais c'est Clément. Couteau 1000 €. Voilà, merci. Et Clément, est basé à Soissons, comme moi. Et donc c'est super, c'est une communauté d'entrepreneurs plus ou moins jeunes, hein, des gens qui peuvent avoir 25 ans, qui ont décidé de se lancer tout de suite comme entrepreneurs, des gens comme moi qui ont 54 ans et qui ont démarré il y a 2 ans, peu importe. Mais c'est très jeune, c'est très dynamique, c'est très en mode start-up. Voilà, il y a tout est à créer, tout est à inventer. Il y a beaucoup d'initiatives. En plus, vraiment, quand on rentre chez l'IRA, l'adhésion est, je crois, à moins de 500 € à l'année, ce qui est vraiment peu cher. Et vraiment, tout ce que l'IRA promet comme cahier des charges, si je puis dire, au démarrage du partenariat, est réalisé. C'est une belle aventure, c'est aussi riche en découvertes de parcours inspirants, d'expériences aussi. Chaque rencontre est super intéressante et enrichissante, comme tu Totalement. viens de le dire. Oui, si tu avais un conseil à donner au Norbert d'il y a 2 ans qui débutait sa vie entrepreneuriale, quel serait ce conseil? Avec ton expérience actuelle. Oui, oui. Déjà, je pense que je me mettrais un bon coup de pied au derrière, au derrière pour me dire de ne pas perdre le temps que j'ai perdu pendant un an, parce que même si j'ai fait beaucoup de choses et je regrette pas ce que j'ai fait en 2024, mais j'ai quand même perdu du temps et en gros, j'ai pas été ni efficace ni efficient. Tu connais la différence entre efficace et efficient? Tout à fait. Ouais, Efficience, agir à moindre coût entre guillemets, c'est limiter les coûts, notamment en énergie. Quand on réalise une action, c'est efficience à moindre coût. exactement. On optimise les ressources, on Oui, optimise les moyens et on essaye de faire les choses de manière la plus optimale possible. Donc, être efficace, c'est bien. Si on fait 1 million de chiffre d'affaires, mais qu'on a dépensé 900 000 pour le faire, bah, on n'est pas efficient.
En revanche, si on a fait 1 million et qu'on a dépensé que 200 000 euros, là, on a fait attention aux ressources et aux moyens qu'on a utilisés pour réaliser ce chiffre d'affaires. Et là, on peut dire qu'on a été efficient. Je préfère être efficient en 2025 que je l'ai été en 2024. Et après, ce que je me dirais, c'est d'y croire vraiment dès le début, en fait. Je pensais pas que ce serait possible et maintenant, je sais que je suis pas tellement plus avancé qu'il y a 2 ans, mais je sais que j'ai la certitude que je vais réussir. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai la certitude que je vais réussir. Et surtout, j'ai pris conscience de mon parcours et de la richesse de mon parcours, en fait. Sans prétention, j'étais tellement avec des croyances limitantes de me dire finalement ce que j'ai fait ça vaut pas grand chose. Mais quand je vois maintenant les entrepreneurs qui galèrent dans leur démarche commerciale parce qu'ils ne savent pas faire de la vente, ils ne savent pas faire du commercial, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont des croyances limitantes et des freins qui les empêchent d'être des bons commerciaux, alors que c'est pas inné d'être commercial, hein, ça s'apprend, il y a rien de magique ni de secret, il y a juste des choses à connaître pour être un bon commercial. Voilà ce que je me dirais. Eh bien, tout ce que je te souhaite, c'est de belles réussites, un bel accomplissement dans tes projets en cours et à venir, Norbert. Merci. Norbert, est-ce que tu aurais une good vibe à nous partager pour conclure notre échange et ce podcast? Sorry, I don't speak English. What means good vibe? Non, écoute, comme tu es écouté dans le monde entier et peut-être même ailleurs, je vais terminer par 3 réflexions in English. With pleasure. OK. La première, pardon, je le tiens de collègues anglo-saxons qui disent le business, en fait, c'est très simple. C'est solutions to problems and good feelings. Solution à des problèmes et des bonnes sensations quand on fait les affaires, en fait. Et si vraiment on applique ça déjà, on a tout compris, en fait. Et oui, et c'est simple, hein. Et c'est simple. Et d'ailleurs, les Américains et les Anglais font des affaires pendant que nous, on fait des réglementations. Ils ont plus le sens des affaires et des good feelings, comme ils disent. Et donc ça, c'est la première réflexion. Après, j'en ai une autre que j'aime bien, c'est en trois points, c'est dream big. Quand on démarre une entreprise, donc dream big, ça veut dire rêver grand. Start small, commencer petit, et begin now, commencer maintenant. Autrement dit, on n'a pas besoin d'être grand pour commencer, mais il faut commencer pour être grand. Voilà. Et oui, Voilà. c'est un chemin à faire en fait, oui. qui fait grandir, Voilà. un peu comme un enfant qui vient au monde et qui grandit au fil des années et au fil du temps. Exactement. La dernière, c'est une expression que j'aime bien aussi. Il y en a des milliers. Hein, et sur LinkedIn, d'ailleurs, je trouve que LinkedIn, pour le B2B, c'est génial. LinkedIn, c'est vraiment le réseau des réseaux professionnels. C'est le réseau en majuscule, avec le en majuscule. Ah ouais, tu sais qu'il y a 76% des actifs français qui sont sur LinkedIn. Hein. Oui. C'est incroyable. La phrase, c'est no pain, no gain. Très connu. Voilà. Paris ne s'est pas fait en un jour et ni Rome d'ailleurs. Ni Rome, tout à fait. Si on n'est pas dans l'effort, pain, c'est pas au terme souffrance, hein, c'est vraiment l'effort. Si on fait pas des efforts, on n'a pas de bénéfice, on n'a pas de gain. Encore une fois, on revient au passage à l'action. C'est l'action qui fait et l'effort et la détermination et la persévérance qui feront que derrière on aura des résultats. Actions for solutions. Très belle fin de conclusion, Madame Adriana. C'était un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Norbert. Je serais ravie de te retrouver très prochainement. Plaisir partagé, Adriana. Merci, à très vite. À bientôt. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.